C'est assez sidérant et assez indigne et assez révoltant de voir ce petit président ukrainien qui a commencé sa carrière sur des shows télévisés en langue russe à Moscou faire la leçon aux Européens qui lui ont quand même sauvé. Bonjour Charles. Bonjour Aïcha et bonjour à tous. Charles, hier soir, Jared Kushner et Steve Witkoff se sont entretenus durant près de 4 heures avec Vladimir Poutine et débute dès aujourd'hui une réunion trilatérale entre Russes, Américains et Ukrainiens à Abu Dhabi. Qu'attendre de cet échange ? C'est toute la question. Je pense que pas grand-chose. Aujourd'hui, la priorité jusqu'à présent des Européens de Volodymyr Zelensky, en embarquant les Américains, c'était de parler des garanties de sécurité qui interviendrait après un accord de paix ou après un cessez-le-feu avec les Russes. C'est bien joli, apparemment ils seraient tombés d'accord pour impliquer les Américains. Le problème c'est que tout ça c'est mettre la charrue avant les bœufs. Ce qui pose aujourd'hui problème, c'est pas les garanties de sécurité. Une fois que l'accord de paix est signé par les Russes, il est évident que ce qui restera du territoire ukrainien à Kiev, je dirais les Russes n'en seront plus responsables et quelque part ils en feront leur deuil. Donc toute la question, c'est pas de savoir, c'est pas tellement les garanties de sécurité, ce point-là est assez facile à gérer côté occidental, c'est la conclusion d'un accord de paix. Et pour la conclusion d'un accord de paix, même si on n'a évidemment pas tous les détails, puisque les discussions se font dans le feutré, comme dirait Gabin, on sait qu'il y a quand même un point d'achoppement, puisque ça a été dit par Volodymyr Zelensky, ça a été repris par les Européens, c'est que c'est le point territorial, c'est-à-dire que les Ukrainiens ne veulent pas céder le Donbass, l'intégralité du Donbass, la partie du Donbass qui reste sous le contrôle de l'armée ukrainienne à la Russie. Et ça, c'est un point d'achoppement pour les Russes. J'essaie de comprendre, quand je me déplace à Moscou, l'état d'esprit des Russes et de sortir un peu des communiqués de presse des uns et des autres. Les Russes ne sont pas prêts à lâcher sur la question territoriale. Et ça pose un problème à Volodymyr Zelensky, un problème de politique interne, c'est que comme l'armée ukrainienne est en grande partie concentrée dans ces 20% du Donbass restant, lui demander de se retirer et de céder ses positions fortifiées et les positions qu'elle tient au prix de combats acharnés, c'est se faire harakiri et c'est un suicide politique. Et c'est même dangereux, puisque Volodymyr Zelensky pourrait être liquidé par les éléments les plus nationalistes, les plus dingues qui composent l'armée ukrainienne. Donc, la question centrale, c'est la question du Donbass. Et jusqu'à présent, Volodymyr Zelensky ne veut pas la lâcher. Et les Européens ne veulent pas qu'il la lâche. En filigrane, en fait, s'il y a un accord de paix, pour bien comprendre la logique, s'il y a un accord de paix, c'est que les Ukrainiens ont cédé l'intégralité du Donbass. Si les Ukrainiens font ça, c'est une victoire politique de Vladimir Poutine sur les Européens. Puisque les Européens, au lieu de rester prudents et sages et de gagner du temps, et de regarder ce qui se passe, l'évolution de la situation sur le terrain, ont déjà dit qu'il était inenvisageable que la souveraineté de l'Ukraine soit amputée. Donc que le Donbass soit cédé. Il y a aussi un point, c'est la reconnaissance de la Crimée comme russe internationalement, et évidemment la levée des sanctions, qui est aussi un point pour la Russie qui est symbolique. Pas tellement pour récupérer les avoirs gelés, mais encore une fois pour revenir dans le concert des nations. Tout ça, les Européens n'y sont pas prêts. Donc, ces discussions, ça entretient un peu un théâtre, ça donne l'illusion, en fait personne ne perd la face, les Américains ne perdent pas la face, les Ukrainiens non plus, les Russes non plus. Donc on continue à discuter, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en dehors de cette opération de communication pour tout le monde, il y a une réalité, c'est que les Ukrainiens et Volodymyr Zelensky ne veulent pas céder sur la question territoriale. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas d'avancée sur cette question, eh bien, il n'y aura pas d'accord de paix. Quant au cessez-le-feu, les Russes l'ont refusé depuis déjà plus d'1 an. Le cessez-le-feu était une manière pour en fait permettre, aux Européens de renforcer l'armée ukrainienne,
qui souffrent sur le front, c'est que l'approvisionnement est très difficile. Donc donner un peu d'air à l'armée ukrainienne pendant 30 jours. 2, c'était l'occasion pour les Européens qui l'ont dit après, d'envoyer des troupes européennes tout de suite en Ukraine, pas en ligne 0 ou en ligne 1, mais sur les arrières de l'armée ukrainienne. Et les Russes, évidemment, ont bien compris la manœuvre et la tentative de manipulation et l'ont refusé. Donc il n'y aura pas de cessez-le-feu, il y aura un accord de paix si le Donbass est cédé aux Russes, si la Crimée est reconnue comme russe par les Ukrainiens, et si les Européens lèvent les sanctions. Donc, c'est pas encore gagné. Charles, quels arguments pourraient amener Zelensky à faire des concessions sur le Donbass ? Y a un argument rationnel déjà, c'est si les Russes continuent leur offensive et continuent à grignoter et continuent la guerre. Je rappelle que cette guerre, elle est prévue du côté ukrainien, que l'Ukraine a reçu pour 130 milliards d'euros de dons sous la forme d'un prêt qui ne sera jamais remboursé par l'Union européenne. Et ça a été dit comme ça, cet argent doit servir à poursuivre la guerre pendant 1 ou 2 ans. Donc les Ukrainiens, en réalité, ne veulent pas de la paix aujourd'hui. La seule chose qui peut les contraindre, et les Russes ont bien compris, c'est des défaites majeures sur le front. Alors c'est pas pour demain, c'est pas pour le très très court terme. Les Russes se rapprochent de Slaviansk, se rapprochent de Kramatorsk, les 2 derniers gros bastions ukrainiens dans le Donbass. Ceci étant, si elles se déroulent, c'est 2 batailles très très importantes qui prendront du temps, et les Russes ne sont pas encore dans les périphéries de ces 2 villes. Donc je dirais, Volodymyr Zelensky a encore du temps. Il a encore au moins 1 an où il peut continuer à jouer, etc. Il y a un deuxième facteur qui pourrait le faire, arrêter ou céder le Donbass, c'est si Donald Trump tapait vraiment du poing sur la table, qu'il menaçait d'arrêter les fournitures d'armement, les ventes d'armement pour l'Ukraine, s'il menaçait de couper le renseignement satellitaire, et s'il menaçait en fait d'isoler l'Ukraine sur un plan international. On voit que ça, il sait très bien faire. Pour le moment, il épargne un peu Volodymyr Zelensky, et Volodymyr Zelensky, qui est très malin, a compris que dans cette séquence Groenland, Iran, Venezuela, finalement, il ne prenait pas tellement de coups, donc il est en observation. Et comme il a compris aussi que Donald Trump est en train de serrer les poings et de tordre les Européens sur un certain nombre de dossiers, notamment Macron, eh bien, très intelligemment, parce qu'en fait c'est un opportuniste politique, il n'a pas vraiment en dehors de son propre destin et des gens qui l'ont fait, il n'a pas vraiment de doctrine politique, eh bien, il est en train d'essayer de flatter Donald Trump, très intelligemment, puisque ça marche avec Donald Trump, il est en train d'essayer de le flatter, et il essaie même de faire la leçon de morale aux Européens. Alors c'est un point qu'on peut creuser, parce que c'est vraiment... En politique, on voit des choses. Les politiques français nous ont habitués à des revirements, des trahisons, des postures, des mensonges, des manipulations, etc. Mais je crois que quand on voit le président ukrainien, on est dans le très très haut niveau de ce qu'un politique peut faire pour survivre. Volodymyr Zelensky, hier, juste avant sa rencontre bilatérale avec Donald Trump à Davos, a fustigé l'Union européenne de prononcer un discours particulièrement dur à l'encontre des dirigeants européens. Et sa ligne est la suivante: le monde bouge plus vite que vous et vous ne faites rien. Oui, c'est assez sidérant et assez indigne et assez révoltant de voir ce petit président ukrainien qui a commencé sa carrière sur des shows télévisés en langue russe à Moscou, en portant des talons aiguilles et en jouant du piano avec ses attributs génitaux, faire la leçon aux Européens qui lui ont quand même sauvé. S'il n'y avait pas les Européens depuis 1 an, l'Ukraine serait déjà effondrée. Donc là, on est vraiment dans l'opportunisme pur et dur. Il est dans la survie, donc il cherche à se rapprocher de Trump. Bientôt, peut-être qu'il appellera aussi Daddy, comme Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Mais il faut quand même reprendre ce que tu le dis, mais je vais quand même le citer, c'est important. Ça permet de comprendre, ça va permettre à nos auditeurs de comprendre un peu l'ampleur du problème. Alors il dit,
L'Europe doit être forte. Donc il regrette qu'elle soit fragmentée de petites et moyennes puissances. Donc il dit, nous avons besoin de cette puissance européenne pour protéger notre propre indépendance, mais quand l'Ukraine sera avec vous, personne ne pourra se servir de l'Europe comme d'un paillasson, insiste le président ukrainien depuis Davos. Au lieu de devenir une vraie puissance mondiale, l'Europe reste un kaléidoscope beau mais fragmenté de petites et moyennes puissances. Bon, ça veut dire qu'en fait, il n'a aucune reconnaissance vis-à-vis de ses bailleurs de fonds. Et pour s'attirer les bonnes grâces de Donald Trump, en fait, il lâche en race campagne. Mais dans une semaine, il viendra embrasser Emmanuel Macron et le toucher, et se faire toucher. Mais il n'a aucune reconnaissance pour ses bailleurs de fonds et ses amis européens qui le soutiennent, qui l'ont soutenu, y compris contre Donald Trump. Quand Emmanuel Macron dit que 2/3 du renseignement satellitaire ukrainien est fourni par les moyens de renseignement de l'armée française, ça veut dire que la France s'implique pour le soutenir, pour le sauver. Donc, c'est indigne sur la forme. Pourtant, je ne suis pas tendre avec Emmanuel Macron et les autres. Mais c'est vraiment un lâchage en race campagne. Mais il faut comprendre aussi qu'il est dans la survie et qu'il a compris que Donald Trump pouvait faire à peu près ce qu'il voulait. Donc, il se comporte très mal. Mais je dirais, c'est bien fait pour les Européens qui ont cru qu'un humoriste qui est dans le rôle de sa vie pouvait, je dirais, être reconnaissant, fidèle et sage. Il ne l'est pas. Et comme c'est un opportuniste, il y aura une autre séquence, je le dis, dans une semaine ou dans 15 jours, où il reviendra faire des mamours aux Européens, pensant que tout est oublié. Alors, c'est important de le souligner pour qu'au moins nos auditeurs et les contribuables européens se souviennent de ce cirque. Quittons Davos, Charles, et revenons sur le front. Comment évolue la situation sur le front pour l'armée russe et pour l'armée ukrainienne? Alors, il y a 3 informations très importantes, au moins, pour comprendre ce qui se passe. La première, c'est qu'il n'y a plus une centrale énergétique pour fournir du chauffage, qui fonctionne pour fournir du chauffage et d'électricité en Ukraine. Ça, c'est le résultat des bombardements russes, qui se sont intensifiés, en fait, au fur et à mesure que les Ukrainiens, en fait, refusaient le dialogue et refusaient le compromis. Les Russes ont intensifié leurs bombardements. La deuxième information, c'est qu'il y a 200 000 déserteurs dans l'armée ukrainienne. Ça, ce sont les chiffres officiels du ministre de la Défense ukrainien. Et qu'il y a 2 millions de personnes, donc d'hommes, qui manquent dans les différentes conscriptions. Donc l'Ukraine a un problème. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des chiffres donnés par les Ukrainiens, ce qui veut dire qu'ils sont un peu au pied du mur. Ceci étant, parce que il ne faut pas non plus, tomber dans la caricature. L'armée ukrainienne continue à se battre, elle bénéficie de moyens très importants. C'est une armée qui, sur le front, n'a pas envie de céder. Et donc, il ne faut pas imaginer un craquage en règle partout, etc. Il y a des signes de faiblesse. Ça, ce sont des données très inquiétantes. Ça veut dire aussi que les Ukrainiens qui sont réfugiés en Europe n'ont pas envie de revenir défendre l'Ukraine au péril de leur vie. Ils n'en ont aucune envie. Finalement, ils ne sont pas si mal en Europe de l'Ouest, ce qui veut dire que peut-être qu'ils ne regrettent pas l'Ukraine, y compris l'Ukraine d'avant-guerre. Et ces chiffres seront difficiles à compenser. De l'autre côté, côté russe, il faut aussi bien comprendre qu'il y a à peu près 400 000 volontaires dans l'armée russe qui viennent signer des contrats sans y être contraints et forcés. Et donc l'armée russe a les moyens de continuer la guerre. J'entends en ce moment, j'observe des commentateurs qui expliquent, notamment les Ukrainiens, qui dans la guerre de communication expliquent qu'il y avait, je crois, 1000 morts par jour russes en Ukraine. Là, on est évidemment dans l'élément de langage, dans la propagande intégrale. Ce qui se passe sur le front est grave pour les Ukrainiens. Les Russes continuent à avancer, les Russes continuent leur poussée, que ce soit dans la région de Soumy, mais aussi dans la région de Siversk, sur tout le front du Donbass, dans la région de Zaporijjia aussi. Et donc, comme je le disais tout à l'heure,
il reste encore du temps à Volodymyr Zelensky pour jouer et pour faire son numéro d'acteur devant les puissances occidentales, mais le chronomètre est enclenché et il n'est pas dit qu'au-delà d'un an, il ne soit pas forcé par la situation qui se déroule sur le front en ce moment, de s'asseoir et de signer la paix aux conditions des Russes. C'est très important de comprendre qu'on était avec Donald Trump dans une séquence où les Ukrainiens et les Russes pouvaient discuter un peu d'égal à égal avec le président Trump et les Américains en arbitre. Mais chaque jour qui passe voit la puissance russe augmenter, les conquêtes russes augmenter, et donc cet équilibre dans la balance, progressivement, est en train de se faire au détriment des Ukrainiens et au bénéfice des Russes. Et donc les Russes, dans un an, s'ils prennent encore des territoires, auront plus de cartes en main pour négocier à leurs conditions et imposer leur paix au président ukrainien. Donc, sauf si par miracle, l'armée ukrainienne arrivait à renverser la vapeur et à repasser à l'offensive et à gagner des territoires, si l'armée ukrainienne continue à en perdre, eh bien, il ne restera plus en fait qu'au président ukrainien à demander d'être sauvé, à demander en fait à Donald Trump d'éviter une invasion totale de l'Ukraine et une défaite totale de l'Ukraine. C'est certainement ce qui va se passer. Et d'ailleurs, Charles, pour suivre sur le terrain l'avancée de cette guerre, de ce conflit russo-ukrainien, vous projetez très prochainement de retourner sur le front. Absolument. Déjà, je vais rappeler que nous suivons cette guerre sur le terrain depuis quasiment 4 ans. Nous sommes à quasiment 4 ans de guerre, sur différents secteurs du front, en toute saison, avec différentes unités, etc. Nos auditeurs peuvent retrouver l'intégralité de toutes nos productions, de tous nos reportages sur le front, sur notre application mobile, qu'ils peuvent télécharger sur notre site internet. Et aussi pour ceux qui le souhaitent, puisque quand on met la guerre en Ukraine en perspective avec les chocs et les changements dans le monde en ce moment, il faut évidemment parler de la thématique du mondialisme, puisque Volodymyr Zelensky, qui cherche à se rapprocher de Donald Trump et à obtenir une caresse de celui qui voudrait peut-être voir devenir son maître, en tout cas provisoirement, il est intéressant de replacer Volodymyr Zelensky, les dirigeants européens qui le soutiennent, dans une opposition non seulement à Vladimir Poutine, mais aussi à Donald Trump, aux souverainistes, aux patriotes, et de comprendre quel est le moteur aujourd'hui qui pousse Bruxelles à soutenir l'Ukraine aux dépens du contribuable européen, qui pousse Bruxelles à lâcher les agriculteurs français. On va en reparler, mais Ursula von der Leyen a déjà annoncé qu'elle passerait outre et qu'elle ferait appliquer le Mercosur, qui pousse Emmanuel Macron à démanteler l'industrie française depuis qu'il est d'ailleurs ministre de l'économie et des finances de François Hollande. Voilà. Pour comprendre tout ça, il y a une chose à faire, c'est se procurer notre magazine anti-mondialiste. Et alors dans ce magazine, on parle évidemment des mondialistes, donc de l'Europe de Bruxelles, etc. Mais surtout, on est allé enquêter sur ce mouvement populaire qui, dans toute l'Europe, a remis le souverainisme et le patriotisme au goût du jour, avec des nuances. On n'est pas souverainiste en Italie comme on est souverainiste en France, comme on est souverainiste en Pologne. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il y a un retour, du patriotisme, des valeurs traditionnelles, en réponse au mondialisme et, si on parle des questions sociétales, au wokisme, qui ont fait beaucoup de dégâts aux États-Unis, beaucoup de dégâts en Europe. Tout ça provoque des réactions, un réveil des peuples européens, qui en fait ont décidé de ne pas mourir, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, et donc qui poussent des dynamiques politiques qui, effectivement, sont souverainistes, sont patriotes. Certains sont déjà au pouvoir, c'est le cas de Matteo Salvini et de Giorgia Meloni qu'on a sur la couverture du magazine. On est parti enquêter à Lampedusa, d'ailleurs, pour voir les résultats concrets de la politique migratoire des Italiens. L'accord très intelligent et très pragmatique conclu avec la Tunisie.
pour en fait mettre en place une aide économique de 130 millions d'euros, pour être très précis, le plan Mattei, avec en échange de la part des Tunisiens un contrôle et un arrêt des passeurs et des bateaux de migrants, ce qu'on a donc pu constater à Lampedusa. Mais il n'y a pas que l'Italie, on est aussi parti en Pologne, suivre la dynamique initiée par le nouveau président polonais, qui est un conservateur, qui est un trumpiste. On est parti aussi en Roumanie. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans ces pays de l'Est, pour ne parler que de deux, mais on pourrait parler aussi de la Géorgie, de la Moldavie, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais c'est la même dynamique, c'est de constater d'expliquer, c'est ce qu'on fait, d'analyser, qu'à mesure que cette dynamique se propage et se développe, eh bien, il y a une réaction des mondialistes, des fédéralistes, en fait, à l'échelle européenne, ce sont les fédéralistes, dont Emmanuel Macron, qui s'ingèrent carrément dans les affaires électorales de certains pays. C'est le cas en Roumanie, c'est le cas en Pologne. En Roumanie, il a réussi, Georges Semion n'a pas été élu président. En Pologne, Emmanuel Macron a échoué. Nawrocki a été élu président en juin dernier. Et évidemment, il faut pousser aussi, je dirais, sur d'autres pays, comme la Moldavie, comme la Géorgie, où là aussi, les forces mondialistes et européistes poussent pour maintenir ou ramener ces pays dans le camp progressiste. Mais quand on dit progressiste, il faut comprendre évidemment mondialiste. Emmanuel Macron l'a dit d'ailleurs dès le début de son premier mandat, il s'oppose, il est l'ennemi de ce qu'il appelle les forces, l'international réactionnaire. Dans l'international réactionnaire, ce qu'il faut comprendre, ce sont les forces patriotes. C'est un sujet central et donc pour le comprendre, et pour nous aider aussi, c'est important, pour aider Omerta, Médias sans subvention, procurez-vous cet excellent magazine actuellement en kiosque et sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci Charles. Merci Aïcha, merci à tous nos auditeurs, je vous dis à très vite.